Vous entendez toute cette vie qui grouille autour de moi? Le chant des oiseaux, les grenouilles, le bruissement du vent sur l'herbe autour de ce fleuve, le plus sauvage d'Europe, la Loire. Alors bien sûr, il y a mille et une façons d'explorer le Val-de-Loire. Mais moi, j'ai décidé de vous le faire découvrir côté nature, au rythme de ces paysages, de ces jardins, de ces fleurs, de ces lumières exceptionnelles. Alors je vous invite à un voyage apaisant, surprenant et dépaysant au fil de l'eau pour prendre un grand bol de Loire. Suivez-moi. Au fil de la Loire, Raphaël de Casabianca rencontre des hommes et des femmes qui ont la main verte. On est tous très attachés au château de la Loire, et le château de la Loire sont très bien entretenus. Ça fait envie. Je ne pourrais pas faire ce métier comme je l'exerce aujourd'hui dans une autre région de France. Allez, il reste encore du boulot. Ouais, un petit peu. Et d'autres qui ont du nez. Dans la région de la Loire, tous les châteaux, les abbayes ont forcément une roseraie. Et du goût. La carpe, c'est un poisson facile à travailler? Non, Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arêtes? il y en a beaucoup. Je vais finir le plat, pardon. La Loire et ses jardins, chacun y trouve son bonheur. Alors là, c'est une mini-expédition de 2 jours. Utiliser les canoës pour profiter de la nature. On arrive au château de Chamerolles, qui a été construit par Lancelot du Lac. C'est particulier quand même, hein? Un voyage coloré pour revenir à l'essentiel. Découvrir toute cette richesse, toutes ces couleurs, toutes ces matières, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant quand même. Pour moi, le temps de la Loire, il est hyper important. Et d'ailleurs, c'est ça la plus belle proposition qu'on ait à faire aux gens, c'est de les couper du temps terrestre. Bienvenue! Première étape de ces échappées vertes, le château de Villandry et son impressionnant jardin. Raphaël va découvrir que derrière ce décor, il y a le travail de toute une équipe. Bonjour Henri, Bonjour Raphaël. vous allez bien? Très bien. Et bienvenue à Villandry. Il suffit de faire quelques pas pour être enchanté par cette cour, par la vue. J'ai beaucoup de chance parce que je vais découvrir ce château avec le propriétaire. Et je suis rare. très heureux de vous y accueillir et de voilà. Parce que ce château est quand même assez particulier. C'est un des joyaux de la Loire, mais c'est surtout le dernier château de la Renaissance au bord de la Loire. Oui, voilà. Chronologiquement, c'est le dernier. François Ier regagne ensuite l'Île-de-France et c'est son ministre Jean Le Breton qui va édifier Villandry dans un style que l'on appelle la seconde Renaissance, qui est plus simple, moins ornementé, un peu plus épuré que celui de la première Renaissance. Plus classique. Plus classique, c'est l'amorce du classicisme français. Et c'est le paradis pour les hirondelles. Je vois des nids un peu partout. J'arrête pas de les entendre depuis tout à l'heure. Elles se plaisent beaucoup ici parce qu'il y a les douves, il y a des insectes, elles peuvent volter heureusement autour du château et faire leur nid dans les coins de fenêtres. Alors j'aime beaucoup ce point de vue qui forme un véritable balcon sur la vallée du Cher et de la Loire. On se rend compte vraiment du site exceptionnel du château. Et on peut visiter le château et les jardins jusqu'à quelle heure? Alors c'est assez joli au soleil couchant, un petit peu comme maintenant, et c'est pour ça qu'on laisse les jardins ouverts jusqu'à la nuit. On peut rentrer jusqu'à 19h et ensuite on peut rester autant de temps qu'on le souhaite. Jusqu'à 10h, 11h du soir? Oui, jusqu'à la nuit. On part par cette petite grille, tu vois, qui est ouverte le soir. Toi, tu as des souvenirs d'enfance dans ce château? Tu as vécu ici? Et oui, j'ai beaucoup accompagné mes grands-parents qui vivaient ici il y a un certain temps, mais j'ai des souvenirs très, très vifs. Et le château appartient à ta famille depuis combien de temps? Depuis 1906, un peu plus de 100 ans. Ce sont mes arrière-grands-parents, Joachim Carvalho et Anne Coleman. Ils sont installés ici en 1906. Ils ont un coup de cœur? Oui, ils cherchaient une grande maison à la campagne où présenter leur collection de peintures espagnoles. Ils ont trouvé Villandry. C'est quand même une très belle maison de campagne. Voilà, avec des dimensions un peu particulières. Voilà, une maison à la campagne, entourée de jardins.
oui. Les fameux jardins de Villandry. Oui, qui sont conçus pour être vus avec un peu de surplomb, comme on le fait maintenant, pour bien comprendre l'organisation et l'architecture de ces jardins très formels. Ces jardins existaient depuis la Renaissance. Alors, à la Renaissance, il y avait des jardins probablement similaires à ceux-là. Au XVIIIe siècle, on a créé un jardin plus classique, à la française. Et au XIXe siècle, on avait créé un grand parc romantique à l'anglaise. Et ce sont mes arrière-grands-parents, à partir de 1906, qui ont souhaité restituer l'harmonie dans le style de la Renaissance. C'est très apaisant comme vue parce qu'on entend les oiseaux, on entend aussi l'eau omniprésente avec les différentes fontaines. Mais ça doit être un travail titanesque d'entretenir ces jardins 365 jours par an. On a une équipe de 10 jardiniers. Le chef jardinier est présent, vit sur place, dans une petite maison à l'angle du potager. Juste là? Que l'on voit, oui. D'accord. Il vit en face des jardins? Oui, dans les jardins quasiment, on peut dire. Extraordinaire. C'est important pour le chef jardinier d'être vraiment Il a de la au chance. quotidien. Il s'appelle comment? Laurent Portugaise. Laurent Portugaise, je vais aller le voir. Merci beaucoup Henri. Eh ben, j'ai été ravi de t'accueillir, Raphaël. Voilà, bonne promenade, bonne J'ai visite. profité du jardin avec Pour en Laurent. profiter, oui. Merci. À bientôt. Doté d'un climat d'une remarquable douceur et parfaitement alimenté en eau, le Val-de-Loire est depuis toujours le berceau d'une nature foisonnante et d'une terre bonne à cultiver. Au Moyen-Âge, les seigneurs et les hommes d'église sont les seuls propriétaires terriens. Les jardins de l'époque, généralement petits et clos, se trouvent à l'intérieur des monastères, des abbayes et dans l'enceinte des châteaux forts. Il faudra attendre la Renaissance et une certaine influence italienne pour voir apparaître un tout autre type de jardin qui orne d'ailleurs toujours les terrasses du château d'Amboise. Alors le Val-de-Loire devient le jardin de la France dans un moment historique tout à fait déterminé. C'est la fin de la guerre de 100 ans, c'est la fin de la guerre à l'intérieur même du royaume de France. On est dans un espace sécurisé et donc le jardin qui jusque-là était juste à côté du château, en dehors, un tout petit espace, eh bien il va basculer vers l'intérieur du château. Ces châteaux se transforment, le côté donc sécuritaire s'évanouit petit à petit, mais en même temps, le jardin qui est un modèle de l'art de vivre en Val-de-Loire, eh bien il est juste à côté du bâti. Le jardin donne de plein pied vers le château, vers l'habitat du roi. Les puissants autour du roi vont vouloir copier ce modèle de jardin et puis de fil en aiguille, tout le monde va vouloir avoir son jardin, une diffusion comme ça du jardin qui n'est pas seulement un jardin nourricier, qui est aussi un jardin où il y a de l'esthétisme. Aujourd'hui, chaque habitation abrite un jardin. Comme ici, à Rochecorbon, chez Marie-Sylvie qui y passe tout son temps libre. Ah, je vous attendais. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Bien et vous? Ah, C'est très super bien, le jardin, ouais. ça pousse Ouais, bien. ouais, Alors, je suis très, très je vous ai contente. amené quelques petites plantes comme prévu. Magnifique. Donc un arbre à perruque, Ouais. la citronnelle pour Faire vos des petites plats. recettes. Ben, on va les voir. Il y a 4 ans, elle a fait appel à Stéphane Gaillac, jardiniste conseil, ancien chef jardinier de Chenonceau, pour qu'il lui dessine le jardin de ses rêves. Je pense que c'est une bonne idée si Oui, on ça le va met être là. idéal. Ok, on va Ça le mettre résiste là. bien au gel? Oui, très bien. Super. On est tous très attachés au château de la Loire. Les châteaux de la Loire sont très bien entretenus, les jardins sont très bien entretenus. Ça fait envie. Forcément, ça fait envie. Donc, le soir, quand on rentre chez soi, on jardine un petit peu, on se promène dans le jardin, on regarde nos rosiers, on se détend. Le week-end, on reçoit les amis dans le jardin. Ça, c'est très convivial et ça contribue à l'art de vivre en Touraine. Et je pense que là, c'est pas mal, pouvoir avoir une jolie plante. Vous voulez pas me planter les autres? Allez. Pas très bien. Ah, ce serait bien? Non? Oui, ce serait fait. On a créé ce jardin tous les deux, donc c'est vraiment une relation de longue durée dans le travail pour voir un petit peu l'évolution des perspectives, des volumes. Ici, nous trouvons sur les consolidations de coteaux, par exemple, des iris, des lilas. Et j'ai toujours remarqué dans le jardin de Marie-Sylvie que, par exemple, ces plantes ont bien 3 semaines d'avance par rapport au reste de la Touraine. On peut se permettre des petites fantaisies au niveau exotique, comme la citronnelle que j'ai amenée à l'instant, qui poussera très très bien et aura une croissance très belle.
C'est ce territoire unique que le Landais d'origine est venu chercher un jour en posant ses valises à Azay-sur-Cher, dans ce petit coin de paradis qui abrite aujourd'hui son propre jardin tourangeau. Les mains dans la terre ou avec ses pinceaux, c'est ici qu'il pense et compose les jardins du présent. La Touraine est très riche en patrimoine jardin. C'est un endroit fantastique avec des gens passionnés de jardin, une vraie culture jardin. Et je ne pourrais pas faire ce métier, par exemple, comme je l'exerce aujourd'hui dans une autre région de France. Un métier ancestral que ces passionnés continuent d'élever au rang d'art, célébré chaque année depuis 27 ans à Chaumont-sur-Loire, lors du Festival international des jardins. Cette année, plus de 100 concepteurs venus du monde entier ont planché sur une même thématique, la pensée, et ils en ont tiré une trentaine de jardins futuristes. Autant de vues de l'esprit avec un dénominateur commun, le végétal. Celle de Stéphane Larsin puise dans le passé sa vocation contemporaine. C'est le jardin clin d'œil Harry Potter, le jardin du XXIe siècle pour les jeunes générations, mais qui vient trouver ses racines dans les marqueurs de la culture historique des jardins. Les plantes utilisées dans ce jardin, c'est des plantes à vocation médicinale, les plantes qu'on retrouvait dans les jardins médiévaux. On retrouve la menthe qui va dynamiser l'esprit. On va retrouver aussi la camomille qui va au contraire rendre plus serein, calmer les esprits. On a des plantes qui renforcent le pouvoir psychique. C'est un jardin dans lequel on va pouvoir se ressourcer, on va pouvoir poser son esprit. Ça en fait le jardin contemporain. Bonjour, elles sont magnifiques. Merci. La nuit, moi je viens les attacher. Enfin, ça, elles grimpent toutes seules, mais Merci il faut quand même contribuer les aider à la beauté de votre l'esthétisme du jardin. Chantal Colleux-Dumont, la directrice du domaine et du festival, a pour habitude de se promener seule dans cette œuvre à ciel ouvert lorsque le public a déserté ces lieux qu'elle appelle le laboratoire des tendances du jardin. Le jardin, c'est une œuvre d'art vivante qui a la supériorité sur les autres arts, d'agir sur tous nos sens. On est à l'intérieur de l'œuvre, il y a une immersion à l'intérieur de l'œuvre. On est dans la couleur, on est dans le parfum, on est dans la contemplation. Donc il est normal que cet art évolue aussi avec le temps. Certains sont même très en avance sur leur temps, mettant en avant des couleurs, des matériaux pour le moins surprenants, proposant des mises en scène tout aussi intrigantes. Comme cette œuvre russe qui vient nous rappeler que dans les veines de la Touraine coule l'âme des jardins. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous présente Raphaël, nouveau stagiaire. Enfin, il va nous aider toute la journée, participer aux différents chantiers. On va l'équiper. Et puis, justement, donc ça sera avec Oswald. Oswald, tu me fais les cascades, s'il te plaît. Tu seras aidé de Raphaël. C'est nettoyage de quoi, pardon? Alors, nettoyage et cascade. D'accord. Thomas, la pièce d'eau, s'il te plaît. Jean-Luc, le jardin du soleil. Philippe, les ratissages. Véro, les bacs de buis, s'il te plaît. Sandrine, les bassins du potager. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Ça y est, je fais partie de l'équipe. Ça y est, bien habillé. Parfait. Uniforme. Et tu dis uniforme parce que c'est militaire ici? Ça marche au doigt et à la baguette? Oui, c'est ça. Pour avoir ce résultat, il faut quand même avoir une certaine rigueur, des règles. C'est très ordonné, c'est très rectiligne, c'est très géométrique. Mais à chaque fois que je vois un jardin comme ça, je me dis, avec tous les insectes, c'est une lutte constante. On ne se rend pas compte. Moi, ce que je tends à prouver, c'est que malgré un jardin très organisé, très strict, il y a un équilibre naturel. Il y a les mauvais, les prédateurs, mais il y a aussi les auxiliaires qui viennent nous aider. Donc voilà, tout ça, cet équilibre naturel qu'on a créé en 10 ans avec la suppression du chimique. Il n'y a pas de pesticides? Pas de pesticides d'origine chimique. On travaille comme si on était en agriculture biologique. Mais là, tu as combien de légumes, de laitue dans ce potager? Là, c'est simple, 24 000 salades, différentes variétés, petits pois, bourraches, fèves, voilà, les légumes de printemps. Combien tu dis? 24 000.
Et vous en faites quoi de tous ces légumes? Vous les vendez? Alors non, les légumes, on n'a pas le droit de les vendre parce qu'on n'est pas producteur, on n'est pas déclaré maraîcher. On fait juste de l'ornement avec. Mais évidemment, on en profite, nous les jardiniers en premier, le personnel du château. Ouais. Et comme il y en a beaucoup, on les donne aux visiteurs. Oswald, tu nous entends? Oui, un peu, mais il y a le bruit de l'eau. Ah, t'es dans la cascade? Bon, je t'attendais, hein. Bah ouais. Je t'ai ramené une combinaison. Ouais. Tu la mets, puis tu me rejoins avec le balai. Ça marche. À tout à l'heure, Laurent. Donc il faut nettoyer tout ça? Oui, c'est ça. Il faut nettoyer le dessus de la pierre et le dessous. Et comme ça permet d'avoir une belle ligne d'eau pour que les cascades soient propres et jolies. On fait pas attention à tous ces détails quand on se balade? Non, mais tous ces détails font la différence. Ouais. Tu vois, mais il y a les signes qui arrivent. Oui, il y a les signes. Alors là, il a l'air un peu nerveux. Ouais, donc là, il faut se tourner. Quoi, faut se tourner? Ouais, il faut rester face à eux. D'accord. Tu veux pas qu'il t'attaque, il faut rester face à lui. Mais bon. Non, mais t'es sérieux, ils attaquent vraiment? Ah oui, oui. Non, mais ils sont très beaux à regarder, mais de loin. Oui, c'est ça, faut faire attention. Faut mieux les avoir en photo qu'à côté à les toucher. Il faut faire attention, il y a du fond ici. Oui, il y a du fond. Non, bah allez. Ah, on voit la différence, hein. Ah bah tout de suite. Ah ouais. L'eau, elle est bien sale. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles dans les jardins? Ça va faire 11 ans. J'ai fait mon apprentissage ici. Ouais. Et puis après, on m'a proposé un CDI et ça se refuse pas trop un CDI ici. Ouais. Malgré tout, je suis parti 1 an et j'ai fini par revenir. On revient à Villandré. Ouais, finalement, on revient. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans ce jardin, dans ton métier ici? Il y a plusieurs choses. C'est le fait d'être que le jardin soit entre guillemets parfait. Puis de mettre ma patte aussi dans ce lieu. Parce qu'il s'est passé des choses avant moi, il s'en passera après. Et de me dire que moi aussi je serai intervenu dans ce jardin, j'espère que mes enfants sont un peu longs. Bah oui, tu rentres un peu dans l'histoire du jardin. Dans l'histoire de jardin, oui. Ouais. Je pense, j'espère. Bon, on finit ça. Allez, il reste encore du boulot. Ouais, un petit peu. Bonjour Véronique. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va bien, oui, impeccable. Donc ici, si je comprends bien, c'est la partie invisible, celle que les visiteurs ne voient pas, mais qui permet d'avoir un jardin toute l'année parfait. C'est un petit peu comme ça que ça marche, oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Alors ici, je vais semer la plupart des légumes que je vais après repiquer un par un bien patiemment. Et par la suite, pour que le jardin soit toujours plein et beau, je vais toujours garder un petit peu de plants ici en réserve. Ça veut dire que dès qu'il y a une laitue, une salade qui est un peu endommagée par la grêle, la pluie, il y a forcément... Le but, c'est d'aller la remplacer. Donc j'ai un petit peu de réserve en châssis dehors, en salade, pour les remplacer dans le jardin en ce moment. Justement, tu m'as préparé les thym pour qu'on aille planter au médicinal. Oui, ils sont là, justement. C'est là? Ouais, ils sont là. Je les... Attends. Hop. Je les prends. Super. Donc cela, on va les planter où? Jardin médicinal. D'accord, j'essaye de me repérer. C'est par là. C'est par là, d'accord. Salut Philippe. Bonjour. Voilà, on va en mettre un sur la pointe. Et là, tu peux les mettre à chaque intersection. Voilà. Ça en fait 3, 4 là. Il en manque un, non? Mais la structure des jardins change chaque année? Ou c'est toujours la même chose? Ah non, alors la structure, c'est-à-dire les végétaux perpétuels, buis, ifs, rosiers, ça change pas parce que le jardin est classé au titre des monuments historiques. Ouais. Donc là, on ne peut pas y toucher. Nous, ce qu'on peut faire, jardinier, c'est changer. Si à la place du thym, je veux changer et mettre du coriandre ou autre chose, ça j'ai le droit, heureusement. Donc la structure ne change pas, mais à chaque fois dans cette structure, il y a des nouvelles saisons, des nouvelles variétés, des nouvelles plantes. Oui. Voilà.
tu n'es pas qu'un simple jardinier, tu as aussi toute la gestion et la protection de l'espace naturel. Oui, tout ce qui concerne l'extérieur du château me concerne. Donc il y a l'aspect pratique, arrosage, électricité, tout ça, le jardin. Mais voilà, l'envie de faire des choses saines dans ce parc. Et c'est ce qui te pousse tous les matins à remettre tes habits de jardinier, à briefer tes équipes? C'est cette envie de faire le mieux possible? Moi, je me définirais comme un écologue. Pas un écologiste, hein, pas de vue politique, mais un écologue. Quoi. Travailler avec la nature. C'est ça la définition, travailler avec la nature. C'est ce que j'aimerais être cette définition. Ouais. Ça me donne ce titre. C'est ça qui est beau, et ce que tu fais avec ton équipe, c'est que tu permets aux visiteurs de pouvoir rêver à chaque coin de jardin. On pourrait faire un sondage, mais les gens qui visitent, ils sont zen. Il y a une sérénité qu'on attrape dans le jardin. À une quarantaine de kilomètres au sud de Villandry se dresse le château du Rivaux, une forteresse construite au XIIIe siècle. Aujourd'hui, ses jardins et surtout sa roseraie sont d'excellents terrains d'entraînement pour qui veut parfaire son nez. Surtout lorsque s'offre à lui l'enivrant parfum de la reine des fleurs, le joyau des parfumeurs, la rose. C'est depuis le Moyen-Âge une fleur mythique et mystique. Et dans la région de la Loire, tous les châteaux, les abbayes ont forcément une roseraie. Et on vient y méditer, on vient y flâner, on vient y courtiser, on fait des tas de choses dans les roseraies. Et en me promenant, les touchant, les froissant, les humant évidemment, mon nez se met à être plus agile. C'est presque de la gymnastique si vous voulez. Nicolas de Bary est ce que l'on appelle un nez, un créateur de parfums. Et ces jardins des bords de Loire sont pour lui une véritable source d'inspiration. Si vous me supprimez la rose, je me mets en chômage technique. En effet, son huile essentielle apparaît dans près de 80% des formules de parfums depuis des siècles. Une perpétuelle demande faisant grimper son prix à près de 15 000 € le litre au naturel. En particulier lorsqu'il s'agit de la Rosa damascena. On utilisait cette rose pour faire des parfums à l'époque grecque, égyptienne. C'est peut-être pas la plus jolie, mais c'est celle qui sent le plus fort, disons. C'est à quelques kilomètres de là, dans son atelier de Camp de Saint-Martin, petit village médiéval à fleur de Loire, en plein cœur de la terre des rois, que ce compositeur indépendant, l'un des 10 derniers en France, joue de ses notes parfumées. Armé de son porte-mouillette, il s'enivre de ses créations d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Le Val-de-Loire, c'est surtout un lieu historique pour moi. C'est le lieu où, comme vous le savez, à la Renaissance, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est justement le moment où la parfumerie en France se développe. Ça nous vient d'Italie et d'Orient, c'est justement l'époque des grandes découvertes. Et les grands personnages historiques de l'époque vont tous utiliser énormément de parfums. Donc je suis parti à la recherche de ces parfums perdus. Et pour moi, être ici, c'était une chance pour retrouver les parfums du passé. Par exemple, la reine Margot devait rendre compte à son mari de tout ce qu'elle dépensait, notamment elle dépensait ambre, musc, jasmin régulièrement. Et donc j'ai reconstitué son parfum. Les bords de Loire sont un véritable paradis d'essence, tant la flore et la faune y sont présentes et variées. Et s'y aventurer peut parfois même réveiller la gourmandise. À Saint-Benoît-la-Forêt, c'est Émilie Boileau qui détient les clés de ce précieux garde-manger. En tant que spécialiste des plantes sauvages en général et de celles qui se mangent en particulier, elle forme le grand public mais aussi les chefs cuisiniers comme Gaëtan Évrard à mieux comprendre ce mode de cueillette original. C'est plus fruité. La noix de coco, carrément, comme l'eau de coco. Tout à fait. Ouais. Ici, on est en plein cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, donc ça compte. Et on a l'opportunité de cueillir dans des zones qui sont préservées d'un grand nombre de pollutions. Et donc, on va pouvoir se permettre de ramener ça dans notre assiette. Donc, tu cherches quelque chose de floral et de subtil. Mais écoute, ça tombe bien, parce qu'on est en pleine saison du sureau, enfin de la floraison du sureau. Alors, on évite les fleurs qui sont encore fermées. Parce qu'en général, ça indispose le système digestif. Au-delà d'un simple apprentissage, le chef est aussi venu chercher quelque inspiration pour sa nouvelle carte. La nature, c'est idyllique, mais au-delà de ça, il y a un danger qui est de se tromper sur la cueillette. Et ça, il faut faire très attention. Donc du coup, on s'entoure de personnes qui sont très compétentes et qui vont justement
nous faire découvrir toutes ces subtilités, tous ces dangers, et de faire attention dans la reconnaissance de chaque plante, de ne pas se tromper. Mais quelques mètres plus loin, notre petit groupe tombe sur une plante très prisée des cueilleurs et qui se plaît tout particulièrement dans cette région, tant elle aime tapisser les sous-bois proches des cours d'eau. C'est l'ail des ours. Donc en fait, tout ce qu'on voit là, c'est de l'ail des ours après floraison. Donc Si sa feuille est bien connue des cuisiniers, son fruit, lui, l'est beaucoup moins. Donc vous voyez, il y a 3 petits grains. C'est l'équivalent d'une gousse d'ail. Là, on a tout le potentiel aromatique, mais alors vraiment puissance 10 de l'ail des ours. On peut goûter? Mais oui, il faut. Il faut goûter. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Déjà quand on prend une gousse d'ail, c'est fort, mais alors là c'est aillé et végétal à la fois. Donc. Et les sensations, c'est ce qu'on recherche tous les jours avec le chef. C'est pas juste de dresser un produit qui arrive quasiment fini et le mettre dans une assiette. C'est vraiment de partir de la source, d'aller le chercher, de le découvrir, de le travailler et d'arriver au point final, de l'emmener devant le client et de voir la réaction. C'est vraiment ça qu'on recherche. Donc, du coup, tu retiens quoi pour ta recette? On retient l'ail des ours, le sureau. Direction maintenant les cuisines du restaurant L'Évidence à Montbazon. La nouvelle adresse gastronomique de Gaëtan Évrard. Au menu, pigeonneaux du pays de Racan, plantes sauvages Si tu me permets. et petits pois. Du beurre. Attends, le sureau il est hyper présent. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi présent. C'est délicieux. Ce qui est sympa avec la plante sauvage, c'est que justement on se libère des prérequis, des habitudes, des a priori. Et on revisite la cuisine française avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme. Entre tradition et modernité, cette assiette du terroir revisitée aux accents de sous-bois, de cours d'eau et de prairies est un hymne à la Loire sauvage apprivoisée. C'est la première fois que j'entre dans le château de Blois. C'est vrai? Oui, je l'ai vu de loin. On n'est jamais venu. Non, jamais. Alors tu vois, on a représenté tous les styles de l'histoire française en fait. Je reconnais en face le style très classique, Oui. Très rectiligne. Donc c'est l'aile Gaston d'Orléans. Ouais. Ensuite, tu as la période gothique. Et ensuite, à droite, qui est une aile majestueuse, c'est l'aile François Ier. Ouais, Renaissance. Renaissance. Et cet escalier, il est incroyable. Ça permettait donc à François Ier d'être vu donc, par la cour et de voir aussi ces sujets d'en haut. C'est bien quand on est un peu narcissique de faire un escalier en extérieur, comme ça on peut vraiment être vu par tout le monde. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'en haut. Ouais. Voilà. Il est assez étonnant. Ouais, c'est fantastique. Alors Raphaël, tu vas voir quelque chose que j'ai restauré. C'est une œuvre qui se trouve dans cette église qui s'appelle Saint-Nicolas. Elle est magnifique cette église. Impressionnante. Très impressionnante. Ça c'est toi. Voilà. Enfin, pas la peinture. Pas la peinture, c'est le cadre. Donc, j'ai restauré ce cadre pour cette église. Et c'est un cadre très très ancien et il a été très très abîmé. Avant de poser les feuilles d'or, j'ai restauré des parties, c'est-à-dire qu'il y avait des parties vraiment cassées. D'accord. Et j'ai refait des ornements à la main. Raphaël, je vais t'emmener dans un endroit un petit peu insolite où on peut dormir et qui appartient à un ami qui s'appelle Axel. D'accord. Bonjour. Bonjour, Axel. Raphaël. Enchanté. C'est votre tour. Oui. À vous, rien qu'à vous. Rien qu'à moi, oui. C'est le plus vieux monument de Blois qui date de la fin du XIe siècle. Au centre de la ville. Au centre de la ville, oui. Et il y a quoi à l'intérieur? Il y a des cachots que j'ai transformés en cachots d'hôtes. Je peux jeter un œil? Eh ben on y va. Pour voir? On y va? On y va. Oui. Allez, direction la prison, sans repasser par la case départ.
C'est particulier quand même, hein. Quoique la déco est pas mal. Banco, je prends celle-là pour la nuit. Elle est parfaite. Maintenant, on va aller sur la terrasse pour voir la plus belle vue sur la ville de Blois. On y va. J'ai compté, il y a 123 marches. Ah oui, je comprends mieux maintenant. C'est magnifique cette superposition des toits avec la forêt derrière, le vert et la Loire qui traverse la ville. C'est incroyable. Et là, Raphaël, je te propose d'aller voir mon atelier. D'accord. Qui est tout près alors, si j'ai bien compris. Qui est au pied de la cathédrale, donc la place Saint-Louis. Et donc, on va découvrir ma maison et la dorure. Et la dorure. Je vais prendre une petite leçon de dorure. Oui, très bien. Merci beaucoup, Axel. Allez, à bientôt. Oui, super. Merci, Axel. Merci, Delia. À bientôt. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est une magnifique roseraie qui appartient donc à la mairie de Blois, mais c'est un lieu public où tout le monde peut venir. Tu viens souvent ici? Moi, je viens souvent ici. Ça me ressource, ça m'apaise. Ouais. J'adore les roses. Blois, c'est parfait pour l'exercice. C'est parfait. Ça monte. Ça monte. Et donc, on arrive tout en haut du coteau. Et là, on découvre la maison des acrobates. C'est là où est ton atelier? Oui, cette maison-là date du XVe siècle. C'est une maison à pans de bois. Tu peux apercevoir... Les acrobates de chaque côté. Il est beau ce passage. Ce passage date de la Renaissance de François Ier. Donc là, je te laisse découvrir ma maison parce que mon atelier se trouve chez moi. Ah, mais c'est resté dans son jus. C'est dans son jus, c'est complètement dans son jus. Ça fait combien de siècles que ça n'a pas bougé? Depuis le XVIIIe siècle, en fait. Hein. Et là, tu vois un papier peint qui date de la fin XVIIIe. Donc, c'était les premiers papiers peints à la main. Et là, c'est le salon qui donne sur tout Blois. Sur tout Blois. Extraordinaire, on voit l'église. L'église Saint-Nicolas. Le château. Mais ça fait depuis combien de temps que tu habites ici? Alors, j'habite ici depuis 3 ans, mais j'ai découvert cette maison il y a 10 ans. Comment on devient doreuse? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère était déjà doreuse. Donc de mère en fille, j'ai toujours vu restaurer dans son atelier. Donc je l'aidais et ma passion est venue comme ça. Donc là, Raphaël, je vais te montrer la pose de la feuille d'or. Donc là, on a une vraie feuille d'or. Donc ça, c'est uniquement de l'eau, parce que les vraies dorures sont collées à l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu te peignes les cheveux avec? Non, je passe la palette dans les cheveux pour enlever l'électricité statique. Et la feuille d'or va s'étirer. Elle va se coller comme par magie. Oui, elle bouge encore. Oula, ça sent la peinture fraîche. Et oui, tu vas voir. Regarde, on est en train d'aménager le dernier étage avec donc les dorures, des moulures à la feuille d'or. Et là, ça va être l'étape du polissage. Il ne faut pas trop appuyer. Non, sinon on risque d'arracher la feuille d'or. Et donc là, je vais la patiner. Elle va être magnifique, cette chambre. Et le must, c'est la même vue que de ton salon, sauf que là, on est un peu plus haut et on voit la Loire. Et on voit la Loire. Magnifique. C'est vraiment un vrai tableau. C'est marrant, j'ai déjà l'impression d'avoir vécu ce moment. L'entrée dans la cour du château. Alors oui, il y a quelques heures, sauf que là, c'est un petit peu différent, puisque tu vas voir un magnifique son et lumière qui a lieu tous les ans
à vouloir. Pendant l'été? Pendant tout l'été. On se met où, par là? Par là, par Ouais, exemple. Voilà, au milieu. On va se poser tranquillement. Oui. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Chaud comme un feu et tremble dent à dent. Si la Loire est célèbre pour ses châteaux et ses jardins à la française, il existe au sud de Saumur une petite bulle de verdure qui invite à un voyage bien plus exotique. Le parc oriental de Maulévrier, le plus grand jardin japonais d'Europe. Sur ces 29 hectares, près de 400 espèces végétales s'épanouissent entre pagodes, lanternes de pierre et torii. Chaque matin depuis 28 ans, Didier Touzé, le chef jardinier, façonne et sculpte les courbes végétales de ces arbres soigneusement taillés en transparence ou en nuages pour devenir des niwaki, littéralement des arbres maîtrisés en japonais. C'est la taille annuelle. Chaque année, il faut repasser sur tous les nuages de tous les ifs. Celui-ci étant le plus gros du parc, il nous faut 3 bonnes journées à 2 jardiniers à refaire tous les nuages de ce type-là. L'idée, c'est de mettre en évidence la force de l'arbre. Donc on a quelque chose d'équilibré, de puissant, et en même temps de très léger, très transparent, qui n'offusque pas la vue à travers. La transparence donne l'envie de progresser, puisqu'on devine ce qu'il y a déjà de l'autre côté, et donc on avance dans le jardin, parce qu'à chaque fois qu'on avance, on découvre quelque chose d'autre derrière, et donc on provoque ainsi la promenade à rythme lent. Un endroit où on est en pleine zénitude, comme on dit. Parfois, je dis aux gens, on se repose un peu en travaillant, on récupère un peu d'énergie. Et pourtant, il y a du boulot. Celui-là, il est bien dense. Ouais, le coup de chaleur l'a fait exploser. On pratique ce qu'on appelle le pincement des pins. Donc ça se fait chaque année au mois d'avril. C'est-à-dire qu'on pince la jeune pousse du pin, ce qu'on appelle aussi une chandelle. Là, le seul outil de travail, c'est le pouce et l'index. On est très habitué au jardin à la française, surtout sur les bords de la Loire, avec les nombreux châteaux. Et ici, c'est le jardin à la japonaise, donc beaucoup moins strict, moins géométrique, et pourtant qui demande beaucoup d'assiduité pour garder cette netteté et cette propreté dans le paysage. À l'origine de ce parc, le pari un peu fou d'un architecte, Alexandre Marcel, de créer un jardin japonais au cœur du Val-de-Loire au début du XXe siècle. Féru d'orientalisme, il y intègre même des éléments de l'exposition universelle de Paris de 1900. Laissé par la suite à l'abandon pendant 40 ans, le parc est restauré au début des années 80 et est reconnu aujourd'hui par des experts japonais. Donc ici, le jardin s'inspire des jardins japonais de la période Edo, qui sont influencés par la création de 3 éléments principaux, au travers de la végétation, l'eau et le minéral. Et finalement, l'eau étant l'élément essentiel du jardin, le visiteur est amené à parcourir le jardin d'est en ouest, comme la course du soleil finalement. Et ce parcours va l'amener jusqu'au plan d'eau, qui est ici, et qui est vraiment le cœur historique et paysager du jardin, et vraiment la partie la plus travaillée et la plus sensible du parc de Maulévrier. Un parcours initiatique emprunté chaque année par près de 115 000 visiteurs, attirés par l'harmonie qui se dégage des lieux. Et lors des beaux jours, le parc résonne au rythme du taiko, le tambour japonais.
quand je joue ici, il y a quelque chose qui me nourrit de cet univers naturel, de ce lieu, et qui est différent d'autres parcs où j'ai pu jouer ou d'autres espaces. Le taiko ou le wadaiko en japonais, c'est plus que de la musique, clairement. Le corps des spectateurs est engagé. C'est pas juste une écoute auditive. Selon l'état de chaque personne, ça va lâcher des fatigues, ou ça va énergiser, ou ça va ressourcer. Une fois le soleil couché, c'est une toute autre ambiance qui se révèle aux visiteurs lors de promenades nocturnes. À l'aide d'éclairages intimistes et de jeux d'ombre envoûtants, le public est plongé dans un univers de mystère et de rêverie au son de célèbres contes japonais. Les jours de pleine lune, Taketori et Isaki passaient ainsi de longues heures à contempler l'astre lunaire. C'est totalement différent par rapport au jour. C'est surprenant parce que c'est caché en même temps. Faut découvrir, faut capter la lumière. Finalement, c'est pas la peine d'aller au Japon. Finalement, on a tout ici. Beaucoup de zénitude, voilà, beaucoup de bien-être. De bien-être et voilà, on est à l'écoute de la nature. Et les arbres sont absolument fabuleux, magnifiques. On est ailleurs, quoi, et ça fait beaucoup de bien. Salut Christophe. Salut Raphaël. Oui, ça nous fait plaisir de te voir ici. Ah, moi aussi. J'aime beaucoup ce petit rendez-vous matinal au bord de la Loire. Moi, je pensais qu'en tant que chef, tu te donnerais rendez-vous dans tes cuisines. Mais non, là, c'est dans la nature, c'est avec les pêcheurs. C'est ça, on est à 500 mètres du restaurant et la Loire, c'est notre richesse aujourd'hui. Hein. Si nos clients viennent à la maison d'à côté, c'est aussi pour manger de la Loire. Donc il reste encore des filets à monter. T'as encore un peu de travail. Ouais. Ah, ok. Tu me présentes ton équipage? Patrice et puis Sylvain. Sylvain, voilà, c'est notre pêcheur, c'est mon fidèle. Bonjour, Patrice. Bonjour, Sylvain, enchanté. Comment s'appelle le village avec cette magnifique église qui se reflète sur la Loire? Alors là, on est juste en face du port de Montlivaud et on est à Cours-sur-Loire. Cours-sur-Loire. Hein, ça a un charme fou. Là, je pense qu'il y a un peu de poisson. Ouais. Tu le sens bien? Sylvain? Bon. Christophe m'a dit que la pêche allait être bonne. Normalement. Alors là, tu prends les lièges et les plombs et tu remontes au fur et à mesure. Ah voilà, attention. Oh, attends. Alors là, il faut bien. Ça, c'est une carte. Alors vas-y. Voilà. Ah, il faut aller vite parce que ça. Bah oui, parce que c'est un poisson qui a une force quand même qui est assez spectaculaire et ça vous casse le filet. C'est la première. Attends, mais. Ok. Ah oui, oui. Non, mais ça te fait... Pourquoi ça te fait marrer? Parce que c'est ça, le quotidien, c'est ça, nous, c'est pour ça qu'on est... C'est pour ça que je suis, voilà. C'est pour ça qu'on aime, voilà. Et tiens, il y en a encore une... Mais attends, mais c'est la pêche miraculeuse. Super, allez, vas-y, vite. C'est pour ça que j'avais mis un vieux filet, parce que je me doutais que ça allait... Un beau mulet, bien vivace. Et vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? En fait, voilà, quand on s'est installé en 2014, le grand-père de mon épouse m'a présenté Sylvain et moi j'avais vraiment à cœur de valoriser les poissons d'eau douce, les poissons de Loire. Et on a discuté pendant 1 ou 2 heures ensemble et à la fin, on s'est serré la main et on a démarré l'histoire. Mais d'où l'importance du circuit court. Que vraiment le producteur avec le chef puisse se connaître et c'est le produit qui va insuffler la créativité, ou en tout cas la manière de travailler. Bien sûr, et puis la proximité. Christophe, il travaille les poissons qui sont au pied de son restaurant, quoi. Donc, moi, je trouve qu'en termes de circuit court, on a du mal à, à faire plus court. Hein.
Toi, tu vas prendre quel poisson pour ton restaurant? Moi, je vais tout prendre. Non, c'est vrai? Ouais, mais ce qui est super important pour moi, c'est de te montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la carpe. La carpe, aujourd'hui, c'est notre plat du Michelin et on fait la carpe à la Chambord. La carpe à la Chambord, c'est un plat qui a été créé pour le maréchal de Saxe au XVIIIe siècle. Et voilà, on avait vraiment à cœur de remettre cette recette au goût du jour. Donc les carpes, là, elles sont magnifiques pour ça. Donc ça, c'est ton plat signature, on va dire. C'est mon plat signature. Bon bah super Sylvain, maintenant on va passer au jardin et chercher 2-3 légumes et retourner en cuisine. Eh bien ça marche, au plaisir. Allez. Bonne journée. Merci Ciao à toi. à vous aussi. Salut Sylvain. Allez, à bientôt. plus tard. Au Salut, plaisir, merci. De vous revoir sur le bateau. Ouais. Allez, au revoir. Ciao. Donc tu vois Raphaël, là on arrive au jardin. On est vraiment entre le restaurant et la Loire, dans ce qu'on appelle le Val. Le Val de Loire. C'est une terre très fertile. C'est une terre fertile puisque en fait, c'est là où à l'époque la Loire débordait. Ouais. Donc c'est une terre qui est riche en alluvions et qui nous permettent d'avoir un sol très enrichi pour les légumes. Et ça te permet d'être autosuffisant pour ton restaurant? C'est ça en fait, on va dire que de début juin jusqu'à début novembre, on est en autoproduction pour nos 2 restaurants. Toi, comment tu t'es formé? Comment tu as voulu devenir chef? En fait, la cuisine, ça m'est arrivé très jeune, je pense à l'âge de 10 ans. Avec notre ferme familiale, il y avait toujours des repas le dimanche, où on était 10-15 à table, et c'est vrai que ma grand-mère passait un temps fou à préparer tous ces cuisines, les tartes, les gâteaux. Et très vite, moi, ça m'a donné envie de faire ce métier. Ça, c'est de la tagette. C'est la première fois que j'entends ça. Vas-y, sans ça. Tagette. Oh. Ça, c'est des notes de fruits de la passion. Ouais. C'est superbe, hein. Sans ça. Je sens ou je frotte? Ouais, tu sens. Là, il ne faut pas la chiffonner. Hein. Alors là, je retourne en enfance. Non, mais c'est des bons becs. C'est ça. C'est des bonbons. Tu vois les petites bouteilles de coca? Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Ça s'appelle comment? L'Armoise Cola. Ah ouais, cola. Ouais. C'est vrai que c'est... Donc là, voilà, on arrive au cœur du village. Tu as cette église du XIIe siècle qui caractérise Montlivaud. Ouais. Et puis à côté, donc, tu as mon bistrot. Et puis en face, donc, la maison d'à côté. Tu es de chaque côté de l'église? Exactement. Et la maison d'à côté, c'est le restaurant gastronomique? C'est le restaurant gastronomique. C'est là où on va préparer notre petite recette. Donc là, c'est la première salle, tu vois, avec une petite vingtaine de couverts. Et puis ensuite, donc, cette deuxième salle où on a la cuisine. La carpe, c'est un poisson facile à travailler? Non. Non? Non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arêtes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oui. Mais avec un filet comme ça, tu fais combien de plats? Là, un filet, on va faire 50 personnes dans un filet. Ah ouais. D'accord. Hop, on va le retourner. On le laisse reposer. Bah là, maintenant, on va pouvoir le dresser. D'accord. Hop. Donc là, tu poses ta quenelle. Notre morceau de carpe. Ici. Et ensuite, donc des petites pluches. Des herbes du jardin. Voilà, ça c'est le géranium sauvage. Il y a une palette de couleurs qui est magnifique, vraiment. Alors maintenant, ça donne envie de goûter. On a bien travaillé, non? Tu as bien travaillé, Christophe. On va déguster? Ouais. On va enfin manger cette Loire.
vrai que la carpe, c'est fin. C'est beaucoup plus fin que ce que j'imaginais. Avec la truffe qui est pas trop forte, justement. Et c'est quand même fou de s'imaginer qu'on était, il y a quelques heures, au bord de la Loire en pêchant la carpe. On est passé par ton potager. Et maintenant, on retrouve, grâce à ton talent, tout ça transformé dans l'assiette. Merci, merci beaucoup. Et plaisir. Je vais finir le plat, pardon. Parcourant plus de 1000 km, la Loire est le plus long fleuve de France. Il est aussi le plus sauvage. Un paradis naturel qui compte quelques admirateurs. Il y a du courant là, c'est assez intéressant, ça fait des vaguelettes. Il y a des bancs de sable assez jolis aussi qui ondulent là, le long de l'île, tout proche. Nicolas Lenartowski est photographe. Voilà 20 ans que cet enfant de Blois capte la beauté de son fleuve natal. Il y en a là-bas. Un banc de cormorans là. On va pouvoir s'installer. Ce matin, il tente d'approcher l'une des espèces emblématiques du fleuve. Là, je suis en train de photographier les cormorans qui sont sur un banc de sable. Il y a des comportements assez sympas là. Leur plumage est humide, là, ils sont en train de pêcher. La Loire accueille une biodiversité unique en France. Oiseaux migrateurs, insectes, rongeurs, près de 3000 espèces y cohabitent. Un véritable tableau vivant. Ce qui m'inspire sur le fleuve, en fait, c'est vraiment le changement de lumière, le changement de saison, le changement de niveau d'eau, le changement de paysage, en fait. C'est une source d'inspiration inépuisable, quoi. Source d'inspiration pour certains, le fleuve sauvage est aussi un terrain de jeu idéal pour ceux qui rêvent d'aventure. Donc on part de Sully, l'idée c'est d'arriver vers Germigny-des-Prés. Il y a une quinzaine de kilomètres. Le tipi, grand format pour pouvoir passer la nuit ensemble, bien au chaud ce soir. Alors là c'est une mini-expédition de 2 jours où on va partir bivouaquer. L'idée c'est une initiation de vie dans la nature, vie de trappeur. Utiliser les canoës pour aller se balader le temps d'un week-end. Profiter de la nature. Embarquer et vivre en totale autonomie, c'est l'idée de Joris, un enfant du pays. Le guide a descendu des cours d'eau dans le monde entier, mais c'est la Loire qu'il a choisi de faire découvrir. Car pour lui, la Loire a un vrai parfum d'aventure. Quand on part plus en amont sur la Loire, on peut partir facile sur une quinzaine de jours, je dirais, sans croiser personne. Et le fleuve est tellement grand que même s'il y avait d'autres personnes en canoë, il y aurait peu de chances de les croiser. Si on est à Orléans, on est à 100 km de Paris. Et donc c'est pas grand-chose. Et là, on est dans un milieu sauvage, comme si on était au Canada, au milieu de personne. Si la Loire est si sauvage, c'est qu'elle n'est pas endiguée. Le fleuve ne compte que 3 barrages sur toute sa longueur. Entre hiver et été, les hauteurs d'eau peuvent varier de plusieurs mètres. Et le lit du fleuve s'offre parfois quelques détours. Donc là, on sort de la Loire principale pour emprunter un petit méandre qui va couper tout l'intérieur du virage. Attention au caillou qui est là. C'est important de garder bien le bateau dans l'axe du courant. On vit pas ça tous les jours, du moins pour nous qui sommes plus citadins. Donc c'est agréable de pouvoir s'échapper avec un beau temps comme ça et de redécouvrir des choses simples. Afin de profiter au mieux des couleurs de la Loire, il est parfois bon de prendre un peu de hauteur. Stéphane Lenartowski, le photographe, a décidé d'adopter un regard vertical sur le fleuve sauvage. Voilà, vas-y, tourne à gauche, file tout droit. Ah, t'as les films qui s'envolent. Ah, super, regarde si c'est beau ça. Voilà, super. Tout droit. Voilà, super. Tel un peintre, Nicolas compose ses photos à partir des éléments de la nature sauvage. Du Loiret jusqu'au Maine-et-Loire, on a vraiment des différences entre du sable, entre de la pierre,
des endroits où il y a beaucoup plus d'algues, d'autres endroits où il y a beaucoup plus d'îles. La Loire, je l'ai découvert il y a quelques années en survolant au mois de septembre. C'est là où les niveaux sont les plus bas et l'eau est la plus claire, ce qui fait qu'on a vraiment tous les détails des fonds. C'est vraiment superbe. On a une envolée là, regarde. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Découvrir toute cette richesse, toutes ces couleurs, toutes ces matières, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant quand même. On n'a pas l'impression d'être au-dessus de la Loire en fait, on a vraiment l'impression d'être ailleurs quoi. Pour Nicolas, la lumière n'est plus assez belle. Il est temps de rentrer. En aval de la Loire, l'aventure continue pour Joris et ses trappeurs en herbe. C'est au bord du fleuve qu'il faut monter le camp. Et après la corvée de bois, le guide a encore une surprise pour ses hôtes. Donc là, on est en train de prendre l'eau dans la Loire pour la filtrer. En fait, il y a un petit fil qui est à l'intérieur. Et du coup, ça va nous faire de l'eau potable pour pouvoir cuisiner et remplir nos gourdes. On amène juste la nourriture pour pouvoir cuisiner. On utilise le feu pour cuisiner, on utilise la ressource de l'eau qu'on a à notre disposition. Et puis c'est parti, c'est ça l'aventure. Ce fleuve permet ça en fait, partir en canoë comme ça quelques jours, être autonome. Et ça permet de faire des voyages qui sont à notre portée finalement et qui sont vraiment en déconnexion en fait avec ce qu'on a de tous les jours. On est comme si on était parti loin finalement, alors qu'on est à côté. Raphaël ? Bonjour Selma. Bonjour, bien dormi. Ça va? Oui, ça va. Très bien, je me réveille. Ah bah super, le petit déjeuner est servi. Tu verras, il y a plein de produits locaux dedans. Bon appétit. Je dois le tirer alors, c'est ça? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. C'est parfait. Ça y est? Je vais devoir y aller. Merci beaucoup. J'ai rendez-vous à la Roche-Corbon. C'est assez facile. En fait, il faut que tu retraverses la Loire. D'accord. Puis après, toujours tout droit. Ouais. Tour et c'est juste après. D'accord, au bord de la Loire. Au bord de la Loire. Parfait. Merci beaucoup. Éventuellement les rames, regardez, on va les ramener devant là, on va les caler devant comme ce bateau là. Vas-y, on lève, voilà, super. L'autre on le laisse. Salut Clément. Okay. Salut Raphaël. Ça va bien? Ouais, super. Ah. Bon, oui. Bien arrivé? Très bien arrivé. Ouais, super. Heureux de naviguer avec toi sur la Loire. Bah là c'est parti, on t'embarque direct. Juste avant de commencer, parce que j'ai vu que le temps était un peu changeant, les conditions sont bonnes aujourd'hui? Elles sont toujours bonnes sur la Loire. On va s'adapter. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Ouais, ouais. Je vais sur quel bateau? Sur celui-ci, ouais. D'accord. Ça va bien marcher. Super. Super, je vois le papier marin. Et je mets mon jet de sauvetage. Là, on sent vraiment que la Loire est sauvage, typiquement. C'est un bras secondaire, si tu veux. Donc, c'est pas immergé toute l'année. Il y a des moments l'été où l'eau est très basse et où elle coule quasiment plus.
C'est un bras qui est hyper intéressant. Sur le plan environnemental, on a ça grouille, quoi. Ça grouille de canards, de hérons, de sternes. Il y a plein de bancs de sable qui apparaissent petit à petit. Tu navigues à l'ancienne là, c'est manuel. Voilà, hein, tu vois qu'on n'a pas de moteur. On essaye d'être voilà, vraiment sur une pratique traditionnelle. Donc voile, aviron et bourde. On est du coup au rythme du fleuve. Je pense que la Loire, c'est un fleuve contemplatif, qui a une sorte de nonchalance, de rythme lent. Ok, Myriam, tu prends la barre si tu veux. Ok, j'arrive. Et puis moi, hop, je repasse devant. Ton terrain de jeu sur la Loire, il s'étend d'où à où? Parce que c'est immense, c'est des centaines de kilomètres. La plupart du temps, on circule sur voilà, 4-5 km. Après, ce qui est magique, c'est que finalement, c'est tout le temps en train de bouger. Et ce que je dis souvent, moi j'ai navigué en mer pas mal, et ce qui m'a permis de voyager, c'était un peu la première idée. Finalement, aujourd'hui, je fais des ronds dans l'eau à Roche-Corbon, et c'est la Loire qui voyage pour moi. Et ça, c'est assez marrant, effectivement, tous les printemps, de retrouver les sternes qui arrivent de Guinée, de voir les cormorans qui arrivent de Norvège, les saumons qui peuvent arriver du Groenland. La Loire est une ouverture sur le monde. Elle est connectée à l'océan. Il est là au bout, hein, d'ailleurs. Ouais. Et voilà, si on rame bien, on peut peut-être aller à Saint-Nazaire. Voilà. Pour moi, le temps de la Loire, il est hyper important. Et d'ailleurs, c'est ça la plus belle proposition qu'on ait à faire aux gens, c'est de les couper du temps terrestre. Hein, le rythme du fleuve, c'est quelque chose d'hyper fort, et le rythme d'une dérive ou d'un temps à la rame. Et c'est vraiment ça qui nous emmène, qui porte, qui donne la valeur au lieu. Très concentré. C'est ce qu'il faut. On va être bien là. Et ben là, on va être pas mal. Super. La terre ferme. Eh ouais. C'est magique. On a l'impression d'être seul au monde. Et d'ailleurs, ce sable-là, tu vois, c'est lui qu'on retrouve à Quiberon, là, c'est le même. Toi, t'as grandi au fil de la Loire, t'es un enfant du fleuve. Moi, je suis un enfant de la rivière, mais je suis pas un enfant de la Loire, je suis un enfant de l'Indrois. Donc j'ai toujours pataugé dans la flotte. C'est un peu, voilà, tu vois, l'enfant et la rivière, ça m'a parlé. Et comment tu t'es retrouvé à naviguer sur la Loire et à vouloir t'y installer? C'est un peu par hasard, un peu par nécessité. J'ai passé toute mon enfance à naviguer aussi en Bretagne, en fait, où j'étais moniteur de voile du côté de Roscoff. Et à côté de ça, j'ai une formation d'éducateur environnement. Je me suis retrouvé à travailler sur la Loire comme éducateur environnement et marinier. Ça tombait bien, les bateaux, ça me parlait un peu. Et puis là, j'ai accroché, quoi. Là, j'ai découvert qu'effectivement, voilà, ce plan d'eau, il est courant, que d'un côté, il y a la montagne, de l'autre côté, il y a la mer. Cette dimension du voyage est vraiment là, quoi. Et nous, où est-ce qu'on va accoster après? On va revenir, hein, on va redescendre. Mais ouais, avec les voiles? On va essayer. Moi, j'y crois. Bon. Allez, on va essayer les voiles. On essaye. C'est parti. Je sens l'ambiance, je sens la musique. Ça doit être pas mal, on va voir. Bonsoir. Salut, ah, salut Clément. Tu vas bien? Comment tu vas? Super. Bah Raphaël, enchanté. Ça va? Très bien. Alors ah bah on arrive en bateau, on est content. La chance en ce moment. Le parking pour bateau est parfait. Hein. Génial, hein? Ah, génial. Juste, tu vois, à 10 mètres du bar. Il y a combien de personnes qui peuvent venir ici? On a 1500 places assises. Ici, il y a plusieurs clientèles. Hein. Il y a une clientèle de danseurs de guinguettes qui viennent tous les jeudis, tous les dimanches. Ou tous les mercredis, comme Clément. Ouais, si vous regardez bien, ils sont habillés, tous sont
endimanchés. Il y a aussi des gens qui viennent jouer à la pétanque, qui font du biche volé. Puis il y en a qui viennent en bordure de Loire, sur les transats, tout. Et ils regardent la Loire, c'est magnifique. Bon, on commande pour l'équipage, ils nous Allez, attendent. on se prend un pichet de bière? Allez, Un petit pichet de bière. Merci pour aujourd'hui, pour cette première navigation De rien. au bord de la Loire. À la rabouilleuse. À la rabouilleuse. Un petit matin sur les bords de Loire. Des pas lourds résonnent sur les plages sablonneuses. Ce sont les chevaux de trait de Camille Péchard. Le cavalier propose des randonnées équestres dans le Loiret. Et Alicia, qui découvre la région, est aujourd'hui son invitée pour une chevauchée sauvage. La visite guidée commence par la découverte de ces paysages vierges. Je te propose qu'on s'arrête là, ça a l'air super joli. Ouais, c'est joli. Ça marche, on s'arrête? Allez. On a 1000 km de fleuve, un fleuve qui est assez intéressant, surtout pour les promenades à cheval. On a pas mal de sentiers qui longent la Loire, qui nous permet de flirter, de venir voir des beaux paysages. Les gabarres, c'est les bateaux avec les petites maisons. Les gabarres, c'est des bateaux à fond plat. Alors il n'y a pas de maison dessus parce que justement ça sert uniquement pour le transport de marchandises. Les gabarres étaient tirés par les chevaux et l'intérêt du cheval de trait pour tirer ces bateaux-là, c'était sa puissance. Et puis souvent dans les fleuves on manquait de vent, c'est pour ça qu'il y avait peu de voiles et du coup il fallait remplacer, il n'y avait pas de moteur à l'époque, remplacer par les chevaux. Camille est un enfant du pays qui connaît les moindres recoins des bords de Loire. Passionné d'équitation, il a repris la ferme familiale il y a 10 ans pour la développer. Il possède aujourd'hui 150 chevaux, dont une quinzaine de chevaux de trait, une race en voie de disparition qu'il veut promouvoir. C'est un cheval historique qui malheureusement s'est perdu et il revient un peu à la mode ces derniers temps. Malgré son gabarit imposant, ça reste quand même des super gentils, des caractères très dociles, très doux. Donc les gens s'y retrouvent beaucoup dans la relation qu'ils ont avec l'animal. C'est vrai que c'est un cheval que j'ai pas beaucoup l'occasion de monter. C'est des bonnes pattes, quoi. Il se régale autant que nous de se balader, donc c'est sympathique. Et puis pour les balades, quoi, on est plus serein. La randonnée prend des allures de visite culturelle sous les voûtes de l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît. Pour regarder ce bâtiment d'un peu plus près, elle a été construite en 651 et brûlée en 1026. On va s'approcher, on a des jolies sculptures qui représentent des scènes avec des chevaux. On peut voir des paysans avec des animaux qui ont été sculptés, donc c'est typique de l'art roman, ainsi que les arches du style gothique. On a un secteur qui est développé pour le tourisme équestre, donc on a pas mal de circuits équestres qui nous permettent de relier les bâtiments entre eux, de relier les châteaux entre eux, de pouvoir se permettre de faire une promenade au bord de Loire, puis de s'arrêter sur un bâtiment historique facilement. Là on voit les deux chevaux qui s'embrassent. Entre le fleuve impétueux, les villages classés et les châteaux de la Renaissance, Camille propose en une journée un concentré du patrimoine du Val-de-Loire. Donc on arrive au château de Chamerolles, qui a été construit par Lancelot du Lac. Donc au XVIe siècle. Une fois rentré à la ferme équestre, la journée n'est pas terminée pour Camille comme pour ses chevaux. Allez, on va pouvoir essayer l'armure. Demain, un grand événement les attend. Ils vont participer aux fêtes de Jeanne d'Arc. Un défilé en armure à cheval dans les rues d'Orléans, pour lequel il va mobiliser ses chevaux et ses cavaliers. Donc là, on installe les bras, et donc c'est surtout pour que Edmé il se sente à l'aise avec cette armure. Il va passer beaucoup d'heures dedans pour le défilé. Puis ensuite, on va l'essayer sur les chevaux. Au niveau de l'armure, ça va, t'es à l'aise, tu peux plier les jambes facilement. Voilà, ça m'a l'air pas. Voilà, lever pour monter. On est pas mal. Avec près de 10 kg d'armure sur les épaules, il est essentiel d'avoir un compagnon qui tient la cadence. Il y a un côté historique à prendre aussi les chevaux de trait. C'est les chevaux qu'on utilisait à l'époque du Moyen-Âge. Ils pouvaient porter des lourdes charges, ils pouvaient faire de longues distances. Voilà, si la longueur d'étrier est bonne, tu peux commencer à faire un peu de bruit, de cliquetis. On reproduit les mouvements d'armure pour voir comment réagit le cheval au bruit.
On voit bien que c'est calme, que c'est posé, que ça ne les perturbe pas, la présence de l'armure, du poids supplémentaire. C'est exactement ce qu'on recherche comme comportement chez un cheval qui va défiler avec de la foule très proche, qu'il soit le plus calme possible. Après des semaines de préparation, Camille est fin prêt pour le grand jour. Le lendemain matin à Orléans. Toute la ville s'est donné rendez-vous pour célébrer Jeanne d'Arc. À quelques minutes du lancement du défilé, Camille reste très concentré, bien qu'il ne monte pas en selle cette année. Il doit en effet garder un œil sur la quinzaine de chevaux qu'il met à disposition, et notamment son préféré, un percheron blanc qu'il laisse à l'héroïne du jour. Ça te flotte suffisamment? Ça vous convient? À midi, le cortège s'ébranle. C'est parti pour 10 km de déambulation dans les rues d'Orléans, sous le regard de milliers de spectateurs. La ville n'est pas ouverte aux chevaux d'habitude, donc c'est exceptionnel de pouvoir défiler comme ça dans Orléans. On les envie un peu d'être à cheval, mais c'est comme ça, chacun son tour. C'est une fierté d'être ici, surtout quand on entend le public présent, qui répond bien, qui est content de voir les chevaux, content de voir le cortège. C'est gratifiant un peu de pouvoir se promener, d'avoir nos chevaux qui sont applaudis par la foule. C'est très agréable. Une journée dans le tourbillon de l'histoire pour les cavaliers, avant de retrouver le calme du fleuve sauvage. Là, on arrive place Plumereau. On est au centre du Vieux-Tour. C'est là où tout le monde se retrouve le soir. Ça a beaucoup de charme, toutes ces maisons à colombage et les ardoises sur les toits. Ça, c'est typique de la Loire. Le colombage, c'est vraiment la place Plumereau à Tours et toutes ces maisons voilà, traditionnelles. Et l'ardoise, effectivement, elle arrive de Trélazé, donc elle est arrivée par bateau. C'est un signe de noblesse, quoi. Il faut dire que Tours est quand même pas mal placé. On est entre la Loire et le Cher, entouré par deux fleuves. Et c'est un axe stratégique pour les rois de France qui passaient ici et qui se sont même installés à un moment. Ah bah, clairement, oui, c'est un lieu stratégique par rapport aux flux, justement, commerciaux qui se font sur les rivières. C'est pas une région qui est si riche que ça. L'Anjou, en comparaison, ou la Beauce va être plus riche en production. Mais ici, voilà, il y a la maîtrise de ce qui passe et puis un art de la diplomatie, on va dire. Ouais. Qui a laissé de belles traces. ouais, on voit qu'effectivement, il se logeait bien. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Tiens, on va aller à droite. Le vélo, c'est parfait pour découvrir Tours. Très agréable. Ouais, c'est vrai que là, on a de plus en plus de rues piétonnes, de zones où voilà, en bagnole, tu circules mal, alors que là c'est génial, quoi. Tu peux vraiment te balader partout. Ouais. Puis avec la Loire à vélo, mine de rien, il y a eu vraiment un engouement. Il y a une politique un peu aussi de la ville de faciliter les transports, de faciliter les déplacements à vélo. Quand tu dis la Loire à vélo, c'est centaines de kilomètres de pistes le long de la Loire. Il y a eu un gros réseau mis en place sur toute la longueur du fleuve. Ouais. Et c'est vrai que voilà, du coup, les gens au bord utilisent le vélo, voilà, même les Tourangeaux finalement. Parce que c'est bien, on peut s'arrêter de temps en temps, apprécier la vue. Comment s'appelle cette église? Là, on a la basilique Saint-Martin avec cette statue toute redorée. Et puis à droite, c'est la tour Charlemagne, qui est la plus ancienne. Ouais. C'est beau cette tour et ce dôme qui domine la vieille ville avec ses maisons basses. Ouais, en montant là-haut, on doit avoir une vue assez chouette. Ouais. Il y a de belles perspectives. Ouais, ici. ouais. On va par où? Tout droit? Sans les odeurs des roses.
C'est impressionnant. C'est beau, À ouais. chaque fois que je suis au pied d'une cathédrale, j'ai l'impression qu'elles ont été construites pour nous signifier qu'on était peu de choses. Regarde. Ouais. C'est la cathédrale Saint-Gatien. Elle a été construite à quel siècle? À partir du 12e, je crois, jusqu'au 16e. Ouais, donc c'est énorme. D'accord. Ouais, ouais. 4 siècles. Mais c'est étonnant parce qu'on voit qu'entre la tour et le pied de l'édifice, c'est différents styles. Bah, a priori, c'est pas la même chose. Voilà, ça a commencé, ils ont eu le temps de changer d'avis sur 4 siècles. Donc ça a commencé plutôt avec une base romane. Ouais. Et ensuite, ils sont partis sur le gothique Ouais. pour finir les flèches en haut avec plutôt l'esprit Renaissance. Les deux tours. Ouais. Mais on sent quand même que c'est une cathédrale à dominante gothique. Quand on voit tous les ornements, c'est assez Ouais. évident. Et tu vois, Raphaël, au fond là, on voit les vitraux. Et ça, c'est vraiment l'élément remarquable de la cathédrale. Et ils sont vraiment sublimes. C'est magnifique. Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur alors. La Loire, on y revient toujours. Et oui. Elle agit comme un aimant. Ah bah puis là, c'est vrai que cette perspective du centre là, c'est magnifique. Retour au bercail. Tiens, bah, regarde, cet arbre là, on va se mettre là. Hop. J'adore Vas-y, ça. pose ton vélo. Ah oui. Là, on a une belle soirée qui se prépare. C'est une autre catégorie ça. Ouais, bah là, voilà, là on est plutôt sur la balade, voilà, tourisme, confort. Il n'y aura pas à ramer, je te rassure. D'accord. Ouais. Juste fin de journée. Tranquille, On va profiter pouvoir- des lumières du soir. Hop. Bonsoir. 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 On est un peu en retard, désolé. On a pédalé toute la journée. Il est beau ton bateau. Merci. Il est magnifique. Tu l'as depuis combien de temps? Bah, en fait, on l'a construit en 2012. Tu l'as construit? Ouais, enfin avec l'association. Ensuite, on a fait construire la coque. C'est une coque aluminium. Ça prend pas l'eau, il n'y a pas besoin d'écoper. Exactement. En fait, c'est un bateau contemporain. Il correspond à l'usage qu'on en a aujourd'hui. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je navigue sur la Loire. On Donc, peut être combien maximum? on peut être 12 sur le bateau. D'accord. Ouais. Tu m'avais promis un beau coucher de soleil sur la Loire et on n'est pas loin de réaliser ta promesse. Ah, c'est pas mal, là. C'est divin. C'est marrant, les graines de peuplier, on croirait des lucioles. Ah, c'est ce qui tombe presque au ralenti sur l'eau. C'est ça. Sur les bords de Loire, du côté de Saumur, il existe une spécialité culinaire qui fait le bonheur des gourmets. Tiens. Dis merci. Merci. Merci à toi. De toutes les formes et de toutes les couleurs, le champignon est ici la coqueluche du marché. Et c'est Selim, un Égyptien, qui en est le roi. Saumur, c'est la capitale de champignons. On produit à peu près 60% de la production nationale. Et les clients, ils sont très contents. Ils disent « Ah, c'est très joli. C'est la récompense de tout ce que j'ai fait dans ma cave. » Si Saumur est devenue la capitale du champignon, c'est que dans la région, il existe un monde souterrain particulièrement propice à son développement. Sur les bords du fleuve, on trouve un dédale de tunnels creusés dans la roche. Des galeries troglodytiques humides et tempérées, idéales pour cultiver les meilleures variétés. Ça, c'est des boules de neige. C'est un champignon, il a un goût légèrement sucré, il est un peu anisé. Et on peut le manger cru. On est très parfumé, c'est un champignon, il a un goût de cave. Les champignons, Selim a appris à les aimer. Il y a quelques années, lors d'un stage dans la région, il est tombé amoureux de cette culture mystérieuse. Aujourd'hui, le voilà devenu un véritable troglodyte. Je passe pas mal de temps ici, oui.
Entre mettre les blocs en place, après faire la récolte, vérifier tous les jours pour savoir est-ce que tout va bien, est-ce que les champignons elles sont heureux ici. Moi, je suis très fasciné par les caves troglodytiques. Ils ne sont jamais pareils, ils sont toujours différents. Je trouve, oui, c'est magique en fait. Les tunnels et grottes du bord de Loire ne sont pas naturels. Pendant des siècles, les hommes ont creusé les berges du fleuve pour en extraire le tuffeau. Une pierre blanche qui a servi à construire villes, villages et somptueux châteaux. Et aujourd'hui encore, la pierre a ses admirateurs. Le tuffeau, c'est une pierre tendre qui a 85 millions d'années. Ce sont des dépôts sédimentaires et on appelle ça du calcaire turonien. Turonien, ça vient du mot de Tours. Jean-Claude connaît bien la chanson. Dans sa famille, on est tailleur de pierre depuis plusieurs générations. Avec cette pierre-là, on fait tout. On fait principalement des maisons, des cheminées et des sculptures. Lorsqu'il en a fini avec ses pierres, Jean-Claude adore aller faire un tour au fond de son atelier. Je me dirige vers la porte de fer, dit porte de l'enfer. Je passe le premier. Creusé sous les vignes de Saumur, on trouve un labyrinthe de plus de 1000 km de galeries. D'anciennes carrières exploitées jusque dans les années 70, dans lesquelles Jean-Claude adore se perdre. On arrive à la fin du souterrain et là c'est le front de tailles de pierre. Et là nous voyons également les anciennes excavations de blocs de pierre qui ont été retirés. Chaque fois que je reviens ici, je sens une émotion des gens qui ont vécu avant moi. C'est quand même fabuleux parce que quand on voit le travail qui a été réalisé, il y a un côté extraordinaire. Aux abords de Saumur, les grottes et tunnels du bord du fleuve n'ont pas servi qu'à l'extraction de la pierre ou à la culture des champignons. Elles ont été aussi des abris pour les populations installées en bord de Loire. Alors, vous voyez, nous sommes ici dans un ancien fontis. Les carrières ont été exploitées pendant très longtemps. Ça a fait une sorte de cirque naturel, une grande place quelque part. Et les gens ont bâti leur maison tout autour. Sylvie Taugourdeau est maire de Dampierre-sur-Loire. Sur son territoire se trouve le hameau du Bourgneuf, un village semi-troglodytique du Moyen-Âge. Ici, les maisons n'ont qu'une façade et sont creusées à même la roche. Alors, ici, nous sommes dans une habitation troglodyte du XVe siècle et celle-ci n'a pas été rénovée. Elle est dans son jus. Souvent, dans les arrière-cours, vous trouvez des entrées, vous trouvez parfois des fenêtres à meneaux à l'étage, vous trouvez des signes justement de ce type d'habitation. Ça existe encore. Ils sont encore là, ils sont encore en relativement bon état pour la plupart d'entre eux, mais ils ont été oubliés. Ce patrimoine caché, Sophie se bat pour le faire revivre. Et dans son village, elle a décidé de donner l'exemple. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur Zara. Enchanté. Vous avez vu, c'est vraiment troglodyte, hein? Les touristes de passage peuvent même s'offrir une nuit dans un habitat troglodyte du Moyen-Âge. Alors là, vous êtes dans le gîte. Wow. Voilà. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est comme une petite chambre de château sous terre. Les gens ont toujours vécu ici. Ils ont vécu dans la pierre, ils ont vécu dans ces villages, ils ont vécu dans ces refuges aussi. Et quand j'ai ouvert le gîte, je me suis dit que c'était l'occasion de faire partager cet endroit totalement inhabituel, hors du temps, mais très très agréable à vivre. Pour Sylvie et les autres troglodytes convaincus, le monde souterrain des bords de Loire reste un secret bien gardé. Bonjour Pierre.
Bien, bonjour Raphaël, bienvenue à Chédigny. Merci beaucoup. Voilà, Bonjour. donc, Yvette. Bon séjour Enchanté. à Chédigny. Merci, je vous viens laisse d'arriver. parler, hein, on a D'accord. prévu de se parler tous les deux. Ah oui, De parce que- toute façon, je le reverrai alors. Oui. Au revoir. Ah, mais c'est quand même incroyable. Quand on arrive dans le village, c'est un choc visuel avec toutes ces couleurs, mais c'est surtout les odeurs. Oui. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Oui, c'est la 13e édition du Festival des Roses. On a commencé tout petit en se disant, tiens, on va faire une petite fête autour de la rose. Elle commence à être très présente dans le village. Puis au fil des années, on a progressé et aujourd'hui, 13e édition. Parce que Chédigny a la particularité d'avoir plus de rosiers que d'habitants. Oui, effectivement, maintenant, 1000 rosiers, 300 variétés différentes enfin, c'est terrible. C'est un peu une boulimie peut-être, mais on en replante toujours plus et ça fait partie de Il y a l'ambiance. combien d'habitants? 550 D'accord. habitants, donc effectivement. 2 fois plus de rosiers. 2 fois plus de rosiers, c'est bien ça. Et comment ça a commencé, cette histoire d'amour entre Chédigny et les roses? J'étais maire déjà depuis un certain nombre d'années. On avait fait un tas de choses avec les habitants du village. Mais le bourg était un bourg vieillissant où la rue n'avait pas d'âme, où ça avait été l'ère du béton, des trottoirs. Enfin, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait plus rien. Et donc on s'est dit, il faut redonner la rue aux habitants parce que le centre-bourg est abandonné. Et là on a dit, tiens, on va planter des rosiers. Et puis un an après, on a dit, mais nos rosiers dans un petit trou, ils sont perdus sur le trottoir. Allez, on casse les trottoirs et c'est la rue. Il va y avoir les voitures, les habitants, tout le monde ensemble. Et ça veut dire que ce rosier, comme tous les rosiers de la rue principale, appartiennent aux particuliers ou à la mairie? Non, c'est la commune qui a planté vraiment tous les rosiers, même certains rosiers qui sont plantés un petit peu en arrière-plan. C'était une règle et puis voilà, on s'est dit, il faut embellir le village, il faut donner l'envie aux gens de vivre dans un bourg. Je trouve qu'un village avec autant de végétation, autant de roses autour de soi, c'est très beau, mais c'est surtout très apaisant. Oui. Ça fait du bien. Et là, moi, je l'avais pas, enfin, je le ressens parce que je me sens bien. C'est mon village, c'est où je suis né. Mais c'est vraiment ce qui nous revient régulièrement. Les gens disent, mais ici, on sent la sérénité. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de... Tiens, Raphaël, si tu veux, une rose qui sent vraiment bon, Crimson Glory, elle est extraordinaire. Une rose ancienne. La qui a un blanche parfum. ou la... Non, la carminée, là, voilà. Vraiment, c'est extraordinaire. Ah, c'est sucré. Ah oui, c'est extraordinaire. Oh là là. On en redemande. Autant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est où ici? Ben là, on est sur le Mail, le haut du village. Beaucoup de pépiniéristes, beaucoup de plantes, de fleurs. Des gens qui produisent, des gens du métier. Ouais. Et C'est le marché. Oui, c'est le marché, oui, parce que ce sont vraiment les producteurs. Elles sont belles, ces roses. Elles sont belles, ces roses. Bonjour. Bonjour. C'est vos roses? Oui. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Donc une de nos créations. Mais comment on crée une rose? En fait, on fait de l'hybridation. Donc c'est un petit peu à l'ancienne. Dans la même rose, on a le mâle et la femelle. Donc on prend deux rosiers différents et on espère que ça va donner quelque chose d'original. Et après, on sélectionne au fur et à mesure. Il faut entre 7 et 10 ans pour qu'on puisse créer une nouvelle variété. C'est splendide. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Au plaisir, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Ça y est, on sent que c'est la fin du festival. 2 jours complètement dédiés à la rose. Oui. Tous ceux qui ont participé sont ici. Pas tous encore, mais bientôt. Ils arrivent. Eh bien, on va pouvoir boire un coup, les enfants. Ah,
C'est la première fois que je viens à Chédigny. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Et j'ai été vraiment impressionné à la fois par l'accueil, par la beauté, par les senteurs, par votre énergie. Et merci beaucoup à toi, Pierre, pour ton accueil et pour tout ce que tu as fait ici à Chédigny. Merci beaucoup. Et bravo à vous. Ça y est, c'est la fin de mon voyage le long de la Loire. On a quand même une chance incroyable d'avoir ce fleuve, cette ligne de vie qui traverse la France sur plus de 1000 km à portée de main. Il faut vraiment venir entre amis, en famille ou même seul pour savourer les lumières de cette région. La Loire a toujours été un enchantement pour les yeux. Elle est désormais, grâce au talent, à la passion de ceux que j'ai rencontrés, un voyage singulier qui invite à la rêverie et au partage. Merci pour votre accueil. Moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles échappées belles. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux et bien sûr, en replay. Ciao!